Bonjour et bienvenue. Après les sessions précédentes, qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles, nous allons partir en voyage et réaliser un vol libre dans l'univers. Rendez-vous à la gare Constellation d'Orion. En partant de la Terre, en direction de la constellation d'Orion, nous allons tout d'abord voyager dans notre galaxie, la Voie lactée. Puis nous en sortirons pour nous déplacer jusqu'à l'amas de la Vierge, et enfin survoler les grandes structures de l'univers. Ce voyage, même s'il est irréaliste et peu physique, puisque nous devrions voyager à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, n'en reste pas moins une visite extraordinaire de l'univers. Bon voyage! Nous commençons notre vol libre avec la constellation d'Orion. Et pour que vous puissiez mieux vous repérer dans cette vidéo, je superpose une image plus habituelle de la constellation. En haut, cerclé de rouge, se trouve Bételgeuse, qui est une supergéante rouge à 650 années-lumière de distance. Son rayon est environ de 900 fois le rayon du Soleil. En bas, cerclé de bleu, se trouve Rigel, qui est une supergéante bleue à 860 années-lumière de distance. Son rayon est d'environ 80 fois le rayon du Soleil. Si on fait une pause longue, la Terre tourne, et les étoiles semblent se déplacer dans le ciel. C'est ce qui donne ces trajectoires sur la vidéo. Les trajectoires de toutes les étoiles dans le champ apparaissent donc comme de longs traits. Comme le ciel tourne autour du pôle Nord, ces lignes ne sont pas vraiment des droites, mais sont des arcs de cercle, qui se refermeront sur eux-mêmes si on attend 24 heures. Les constellations sont des projections d'étoiles sur notre ciel en 2 dimensions, d'objets qui ont une distribution à 3 dimensions dans l'espace. Voici revenir la constellation d'Orion que vous connaissez. Cette distribution en 3D est, au passage, une épine dans le pied de toutes les interprétations plus ou moins ésotériques, comme l'astrologie, qui lisent dans les formes d'étoiles proches et en tirent un sens pour les êtres humains sur notre planète. Mais ces étoiles sont à des distances bien différentes de nous. Par exemple, pour Orion, l'étoile la plus proche est Bellatrix, à environ 250 années-lumière de distance, et la plus lointaine est le centre de la ceinture d'Orion, l'étoile du centre, à 1300 années-lumière. Comme nous allons le voir dans la vidéo après celle-ci, la nébuleuse d'Orion, et celle de la tête de cheval d'ailleurs, sont à des distances encore plus grandes, de l'ordre de 1300 à 1600 années-lumière respectivement. Nous continuons à tourner autour d'Orion et vous pouvez effectivement constater que la forme d'Orion n'a plus rien à voir avec un chasseur, avec un arc ou même avec un être humain. Si l'on veut s'amuser au petit jeu des formes, on pourrait éventuellement trouver une forme d'oiseau ou de dinosaure. La constellation d'Orion vue sous un autre angle aurait-elle pu inspirer des dinosaures extraterrestres? C'est une question que, en effet, on peut légitimement se poser. En attendant, nous terminons notre rotation autour de la constellation et nous allons retrouver la forme habituelle de la constellation d'Orion avec Bételgeuse qui est en train de se replacer à sa position nominale. Nous commençons notre voyage avec la constellation d'Orion que nous reconnaissons. Bételgeuse se trouve en haut et à gauche et disparaît derrière nous lorsque nous nous approchons d'Orion. L'objet qui devient maintenant prépondérant dans notre champ de vision est Messier 42, la nébuleuse d'Orion, qui est une zone de formation stellaire à environ 1300 années-lumière de la Terre. Nous passons au travers de Messier 42 et à l'arrière-plan apparaît Barnard 33 qui contient la nébuleuse de la tête de cheval que nous connaissons aussi. À l'arrière-plan se trouve le plan de la Voie lactée, avec ses zones sombres poussiéreuses. L'objet qui se trouve maintenant à peu près au centre de l'écran est la nébuleuse de la Rosette, NGC 2237. C'est un nuage de gaz et de poussière situé à environ 5000 années-lumière du système solaire. Le nuage s'étend sur environ 100 années-lumière et la partie centrale contient un amas d'étoiles jeunes. Tous les points lumineux dans le champ sont des étoiles de la Voie lactée maintenant. Les couleurs traduisent la température des étoiles. L'objet maintenant, qui apparaît vers le centre, est Messier 1, la nébuleuse du crabe, qui est le reste d'une supernova qui a explosé en 1054. En bas se trouvent des amas stellaires. Nous voyons apparaître le bulbe de la Voie lactée qui contient un trou noir supermassif. Puis
les bras spiraux de la Voie lactée avec des zones bleu-violettes qui sont des zones de formation stellaire dans le disque, de 100 000 années-lumière de diamètre. Les deux objets à gauche du champ sont les nuages de Magellan, visibles de l'hémisphère sud de la Terre. Ce sont deux petites galaxies satellites de la nôtre. En haut et à droite, la grande galaxie d'Andromède, Messier 31, et la galaxie du triangle, Messier 33. Ce sont les deux plus grandes galaxies à proximité de la Voie lactée, à environ 2-3 millions d'années-lumière. Voici NGC 604, une zone de formation stellaire dans Messier 33. Tous les objets que nous voyons dans le champ maintenant sont des galaxies, contenant plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Voici Messier 81 et Messier 82. Et à gauche se trouve l'amas de galaxies de la Vierge, contenant 1000 à 2000 galaxies, dont la distance est de 50 à 70 millions d'années-lumière. Voici Messier 51 avec son petit compagnon. Donc nous retrouvons cet amas de galaxies, l'amas de la Vierge, qui comprend environ 1000 à 2000 galaxies. Au centre de l'amas de la Vierge se trouve une galaxie elliptique géante qui s'appelle Messier 87. C'est une galaxie classée E0, donc quasiment sphérique. En nous approchant de Messier 87, que nous commençons à apercevoir au centre du champ, vous pourrez peut-être apercevoir un jet de plasma énergétique qui émerge du cœur et s'étend sur plusieurs milliers d'années-lumière en provenance du cœur de Messier 87. Ceci est une vision en 3 dimensions de l'un des champs profonds du télescope spatial Hubble. Nous nous déplaçons des galaxies les plus proches aux plus lointaines. Vous pouvez remarquer que la morphologie des galaxies, leur forme, va évoluer au fur et à mesure que le redshift croît lorsque le film avance. Nous avons maintenant des galaxies qui ressemblent à des galaxies de l'univers local, celles que l'on voit dans le diapason de Hubble, avec essentiellement des galaxies spirales et des galaxies elliptiques. Mais à mesure que nous allons vers le plus haut redshift, c'est-à-dire plus proche de leur formation, les galaxies ont des formes plus clumpy, en anglais, que l'on pourrait traduire, comme sur cette galaxie, par plus grommeleuses ou plus granuleuses. Les galaxies sont plus irrégulières. Des zones de formation stellaire intense sont les régions les plus lumineuses dans les galaxies, et ce sont elles que nous voyons car leur luminosité domine dans la distribution des galaxies. C'est une vidéo extraite de Hubble 3D. Ce survol vidéo des galaxies est construit à partir du 9e catalogue distribué par le projet SDSS-3. Chaque galaxie dans l'animation est placée à la position mesurée par les observations. Chaque galaxie est représentée par une image zoomée qui est choisie pour ressembler à la forme réelle de la galaxie. Ce ne sont donc pas les formes observées, mais c'en est très proche. Il est nécessaire d'utiliser un modèle des galaxies en 3 dimensions puisque nous tournons autour des galaxies. Les galaxies sont concentrées dans des filaments et des amas séparés par des zones vides. Le catalogue de données inclut des données du projet SDSS-3 Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, dont l'acronyme est BOSS, qui mesure la position de 1,5 million de galaxies massives sur les 6 derniers milliards d'années du temps cosmique, ainsi que 160 000 quasars jusqu'à une distance de 12 milliards d'années-lumière. Une telle quantité d'informations permet d'étudier la nature de l'énergie noire et de la distribution de matière sombre dans l'univers, en fournissant un accès à ces grandes structures. À l'heure où l'on entend parler de préférence nationale, peut-être l'un des aspects le plus remarquables de ce projet est l'aspect collaboratif. Les scientifiques travaillent ensemble pour tenter de répondre aux grandes questions sur notre galaxie, mais aussi sur l'univers lointain. Les données sont partagées avec les astronomes, mais également avec toute personne qui désire simplement regarder les images ou bien qui voudrait aider à faire avancer notre connaissance de l'univers. Merci pour votre attention.